Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas qui exactement est présent. N'hésitez pas à faire un petit coucou sur le chat. Il est presque 21 h. J'ai lancé un petit peu plus tôt que prévu. Et nous allons avoir la visite d'un chat. Hop, voilà, dis bonjour. Je vous présente Daisy. Bonsoir Jinteki. Alors je sais pas du tout si je prononce correctement. Faudra pas m'en vouloir. Hello Ben. Donc aujourd'hui on va parler d'univers, donc on va parler d'Imperium, enfin de l'univers d'Imperium. Donc il va y avoir deux parties. Une première partie où je vais vous présenter un petit peu les Imperium. Une deuxième, et puis Mu. Et vous n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voudrez, en sachant que je ne pourrai pas nécessairement répondre à toutes les questions. Et puis on va prendre du temps pour une deuxième partie beaucoup plus interactive avec des FAQ. Donc j'ai des questions qui m'ont été posées récemment, et voilà. Donc je vais en profiter pour un petit peu décrire, y répondre et décrire l'univers de façon un peu plus générale. Donc nous sommes 5. Très bien. On va attendre encore une petite minute ou deux, le temps que les gens nous rejoignent. Alors, comme vous pouvez le voir là, à côté, il y a le PDF du kit sur les pages liées à l'Imperium. Tu ne m'entends pas. Alors, est-ce que vous m'entendez correctement, ou est-ce qu'on me dit qu'on ne m'entend pas? Ok. Très bien. Le son est ok. Bah, c'est parfait. Donc, pour ceux qui ont pu recevoir le kit, et pour ceux qui m'ont écouté déjà, en fait, le monde d'Hyperium, en fait, on va dire, est divisé au niveau équilibre des pouvoirs entre un groupe composé de 5 empires, donc qu'on appelle les Imperium, et un groupe qu'on appelle Mu, qui est le garant de l'humanité, celle qui a pour objectif de donner à l'humanité, de redonner à l'humanité en fait le contrôle de la technologie. Voilà. Donc on va se concentrer sur ces deux pôles qui ne s'opposent pas spécialement, et on va mettre de côté pour l'instant la partie noble. Voilà. Donc évidemment, libre à vous de poser des questions sur les nobles, mais je ne vais pas m'y appesantir. Je vais consacrer une session spécifique en fait sur les nobles. Voilà. Alors,
Qu'est-ce qu'un impérium ou une impérium? Un impérium, une impérium, c'est une, moi je l'ai défini comme une espèce de corpo-État. On peut aussi le définir tout simplement, heu, comme un empire. Voilà. Donc ce sont des empires commerciaux, économiques, qui ont, le qui sont garants de la protection d'un territoire, heu, d'une manière de vivre et évidemment, ils sont, obligatoirement en opposition avec les autres empires, pour la simple et bonne raison que leur raison d'être, est, de récupérer et de maîtriser une grande partie de la technologie, une grande partie de la population humaine de de la planète, Imperium. On va les parcourir un petit peu, vous les connaissez peut-être déjà, donc il y en a 5 qui sont répartis, de façon, presque équitable, sur toute la superficie de la planète. La carte du kit couvre, toute la superficie de la planète. Il n'y a pas d'échelle, c'est voulu. Les notions de distance, de temps, sont, volontairement, non dévoilées par l'administration générale et par MU. Et donc ce seront des choses qui seront à découvrir. Donc c'est pas des secrets fondamentaux, mais il y a des raisons qui font que, toutes ces notions de temporalité, de distance, ne sont pas du tout mises en avant. Mais, la carte que vous avez dans le kit, en fait, correspond à la carte de la planète. Bonjour, Kabulabama. Voilà, c'est très compliqué, j'ai réussi à le dire en une fois. Hem Oui, alors Katana me dit que effectivement, si c'est volontairement non dévoilé, c'est que les mecs ne sont pas clairs. Donc effectivement, les gens qui contrôlent tout ça, ne sont pas très clairs. Donc on va voir un petit peu, les différents impériums. Ensuite, on va passer sur la carte et on va regarder un petit peu où est-ce qu'ils se positionnent. Hem, Potentiellement, vous allez avoir des similitudes avec la planète que nous habitons actuellement, qu'on appelle la Terre. Mais potentiellement, ce n'est pas du tout l'avenir de la Terre, d'accord? Nous ne sommes pas dans un processus chronologique par rapport à la Terre. Et je ne pourrais pas dévoiler non plus pourquoi, les raisons du pourquoi et du comment. Heu, on utilise les mêmes termes. La droite rejoint la gauche, oui, alors en général, on appelle ça l'est et l'ouest. Donc si tu tournes d'est en ouest, bah, tu voilà, c'est une planète, tout ce qu'il y a de plus classique. Il n'y a pas de territoire, non visible pour la simple et bonne raison, alors s'il y a des territoires non visibles, c'est qu'ils sont volontairement dissimulés, d'accord? Tout ce que tu vois, c'est, tout ce que, l'onde, peut te donner à voir. Donc grosso modo, l'accès à l'information globalisée. Donc tu peux aussi effectivement imaginer que certains éléments qui ne sont pas visibles peuvent être sous-marins, souterrains, aériens, voilà. Mais au niveau des blocs terrestres, des continents, tout est dessiné. Donc au niveau, alors faut que je prenne l'habitude de cliquer sur vos commentaires pour qu'ils soient visibles. C'est plus simple ensuite pour la relecture sur YouTube. Au niveau des impériums, en fait, nous avons 5 impériums et la représentation graphique, des impériums, est en cours de préparation. Elle a déjà été, travaillée et donc là, nous avons un beau représentant, de l'alpha. Donc l'alpha, en général, on la nomme en premier.
On pourrait nommer d'autres impériums en premier, mais on nomme principalement l'alpha. Donc l'alpha, en fait, c'est l'impérium qui occupe en fait une superficie à peu près équivalente à l'Amérique du Nord et l'Europe. On va voir ça sur la carte après. Et elle possède plusieurs Imperium Palace sur sa superficie. Donc c'est un empire à part entière. Ce qu'il faut véritablement comprendre en fait dans l'univers d'Imperium, c'est qu'on n'est pas on n'a pas en fait un empire qui va être spécialisé dans les chevaux, un empire qui va être spécialisé dans la couture. Voilà. Chaque empire souhaite avoir une domination technologique. Cette domination technologique, elle va être multiple et donc il n'y a pas nécessairement quelqu'un qui est meilleur que l'autre. Évidemment, à un moment donné de la création de votre campagne, vous allez déterminer des jalons. Donc ça, en fait, lors de la création de l'entente, le meneur pourra aussi vous demander en fait à quel niveau vous souhaitez que chaque empire se positionne. Et donc vous allez initier votre univers avec des jalons en disant bah voilà en fait sur telle technologie pour l'instant il y a un certain avantage semble-t-il du côté de l'alpha, du côté du solarium, etc. D'accord. Et donc dans le kit c'est l'état dans lequel en fait j'ai initié moi ma partie. D'accord. Donc l'alpha en fait est un est un empire qui se positionne sur l'Europe, l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord. Comme tout empire, comme tout impérium, elle a un grand nombre d'entreprises dont elle est principalement actionnaire. Et il y a un énorme interventionnisme de l'État, de l'impérium, dans chacune des entreprises qu'elle accède. Je peux regarder toutes les autres chaînes Twitch sauf la tienne, c'est trop haché de mon côté. Bonne soirée. Ah, que se passe-t-il? Je suis désolé Ben, je ne vois pas du tout pourquoi. Heu, Qu'est-ce qu'il y aurait comme problème? Je sais pas si les autres vous avez la même problématique. J'essaierai de rediffuser ça. OK, bon. D'accord, bah je te ferai un fichier spécial Ben et je te l'enverrai comme ça tu pourras me regarder tranquillement chez toi. C'est un peu scabreux ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Donc l'Imperium Alpha en fait, met l'accent, met l'ensemble de ses ressources, met le travail, principal, de ces agences privées, de ces agences de renseignement pour mettre en avant et maîtriser ce qu'on appelle la technologie de la virtualisation. Donc technologie qui permet logiquement aux individus de se projeter dans des univers virtuels, dans des espèces de poches dimensionnelles au sein de l'onde. Voilà. Ah, c'est possible. Donc ça ne veut pas dire que les autres impériums ne maîtrisent pas ces technologies-là. C'est juste que l'alpha, soit on parle plus que les autres, soit effectivement a un avantage certain par rapport aux autres. Daedalus est un des empires les plus petits, un des impériums les plus petits. Il a à peu près la superficie de la mer Méditerranée. Il est extrêmement mystique et il tente de maîtriser des technologies qui sont liées en fait à, on va dire l'âme humaine. Ils sont liés à des terminologies que vous allez pouvoir entendre régulièrement qui sont les sphères quantiques. Hem, Ce sont en fait tout un tas de croyances, de sciences qui permettent à un individu d'être immortel. Voilà. Alors en termes de puissance, alors c'est ce que je disais précédemment. En fait, en termes de puissance, c'est votre table où votre meneur va initier au moment où il va commencer, une campagne, il va initier un état. Voilà.
donc un état 0 qui va dire, bah, militairement, tel impérium a l'air d'être un peu plus fort que tel autre, et cetera. Technologiquement, bah, en fait, les ressources se répartissent de telle manière. Voilà. Hem, Dans le kit, en fait, l'état, qui est fourni, et l'état que j'ai initié et que j'initie, régulièrement. Évidemment, au fur et à mesure des parties, vu que l'influence des joueurs va être prépondérante, au fur et à mesure, bah, cet état initial va fluctuer, évidemment. Donc le Daedalus est un petit état, au niveau de la superficie et il, travaille pour certains de ses services main dans la main avec l'administration générale et avec MU. Hem Et il n'a qu'un seul palace. La Dreadlim, c'est un impérium qui occupe, une grosse partie de l'Europe de l'Est, une partie de l'Asie du Nord et une partie de l'Inde. Et ils mettent en avant en fait principalement leur capacité technologique à maîtriser les armements, à maîtriser les technologies, prototech liées à l'armement. Voilà, ils ont pris plutôt cet axe-là. Évidemment, comme je vous l'avais dit concernant, l'alpha, ils peuvent absolument maîtriser les autres technologies. C'est juste que là, dans un état bien précis, ils essayent de mettre en avant, une maîtrise de l'armement. Et donc la Dreadlim est un personnage récurrent principal de la campagne, qui est en train d'être dévoilé petit à petit dès maintenant. La Calabre, c'est une impérium qui occupe une partie de l'Amérique du Sud, une partie de l'Afrique, une partie de l'Asie. C'est celle qui, on va dire, qui est étendue, qui est la plus étendue. Donc elle est plutôt orientée dans tout ce qui va être, sécurité, surveillance, renseignement, et sa superficie fait qu'en fait, une grosse partie, des territoires, des nobles, font partie de la Calabre. Voilà, ce qui la rend peut-être aussi un petit peu instable parce elle est potentiellement dépendante de beaucoup de nobles. Et dernier impérium, c'est le Solarium. Le Solarium occupe en fait le sud et l'est de l'Asie, une partie de l'Océanie. Donc c'est des entreprises qui maîtrisent, principalement la nanotechnologie, et elles, collaborent avec l'administration générale pour comprendre et maîtriser, voire faire évoluer les technologies de rebuild, donc des technologies qui sont prototech. Hem Et elle tente de comprendre en fait et la maîtrise évidemment de, la création de ce qu'on appelle le plasma. C'est la matière qui permet de construire, de reconstruire les individus. Voilà. Donc elle est véritablement axée sur l'être vivant, le corps, voilà. Alors, au niveau des visuels, vous avez les logos, qui sont présents. Enfin, ce sont des logos parce que ce sont des corpos États. C'est aussi des drapeaux, des bannières parce que c'est un empire et ensuite chacune des entreprises qui va être amenée à appartenir à l'un ou l'autre des impériums va intégrer en fait ce logo dans son propre logo. Heu Katana qui est sur le Discord, m'envoie quelques petits messages et effectivement, hem, qui maîtrise le rebuild, maîtrise aussi, potentiellement, l'humanité. Donc ça crée effectivement des tensions. Je vais vous passer un petit peu en revue, les, costumes militaires des différents impériums. C'est un travail qui est en train d'être fait.
L'objectif, c'est évidemment de le développer. Donc là, nous avons en fait un premier personnage qui est un opératif de l'alpha, avec une tenue classique standard. Un peu plus bas, nous avons un opératif commando de la Dreadlim. Hop, nous avons ici un opératif, donc un officier politique ou un officier de diplomatie ou d'infiltration ou d'espionnage de la Calab. Sur l'autre page en face, nous avons un opératif d'infiltration, donc tenue d'infiltration du Solarium. Et un petit peu plus haut, que j'ai zappé, nous avons un opératif diplomate, avec sa tenue d'apparat, appartenant au Dédalus. Donc c'est la jeune femme en rouge. Voilà. Donc voilà, en fait, nous avons nos 5 empires, nos 5 impériums. Chacun de ces impériums, en fait, a une capacité financière, économique, politique et un contrôle total de ce qui se passe sur son territoire. D'accord? Au niveau géopolitique, il y a des tensions, il va y avoir des tensions, ce sera en fait à construire. Heu, chaque groupe, chaque table devra en fait gérer les interactions initiales. D'accord? Dans la campagne et ce qu'on va vous présenter, on a en fait une opposition, pour l'instant, triple entre, la Dreadlim, l'Alpha et le Solarium, qui vont petit à petit évoluer. Donc c'est des conflits qui vont essayer, d'être compris par les joueurs et qui peuvent, déclencher des guerres ouvertes, des guerres déclarées. Avant d'en arriver là, en fait, il faut comprendre comment s'est fait cette répartition. Cette répartition, en fait, elle s'est faite après le crash quantique. Hem, je vais vous emmener jusqu'au référentiel temporel qui est là, qui est dans le kit. Suite au crash quantique, il y a eu en fait différentes étapes que certaines personnes, dont principalement les membres de Mu, en fait, ont essayé de segmenter, ces périodes temporelles. Et il y a une période qui est assez longue, qu'on appelle le Reborn, qui est ici. Je vais zoomer un petit peu. Cette période de Reborn, c'est, en fait un accord initial qui a commencé à ce niveau-là et cet accord a eu lieu entre Mu et les 5 Imperium. Cet accord a permis d'établir une espèce d'équité entre les impériums. C'est-à-dire que la population mondiale a été divisée par 5 pour être répartie dans chacun des impériums. Les tracés géopolitiques ont été faits et les répartitions et les positions de chacun des empires ont été faits à ce moment-là, sûrement hérités d'archives anciennes. Et ensuite, il y a différents facteurs, différents accords unilatéraux qui ont été construits et qui sont intégrés dans le Reborn. Donc le Reborn, en fait, c'est un nombre de secrets qui seront potentiellement intéressants à découvrir ou pas. Ça dépendra de chacune de vos tables. Donc ce Reborn n'est pas dévoilé à tout va. On connaît les fondamentaux, qu'est-ce qui a été établi pour reconstruire l'univers, donc l'équité, la répartition de la population survivante mondiale, et cetera, et cetera. Et le Reborn inclut aussi en fait toute la fabrication, la remise en état de l'humanité et sa répartition. Ça intègre aussi la réparation des villes, donc on en avait parlé la dernière fois, la manière dont les villes et les bâtiments sont réhabilités pour que les gens puissent vivre à l'intérieur. Donc c'est une très grosse période de temps où on redécouvre un peu la technologie, on réhabilite les lieux d'habitation, les lieux d'activité, les centres culturels, et cetera, et cetera, et où on reconstruit la population pour qu'elle s'adapte à la société dans laquelle elle va devoir vivre et qu'elle devra faire évoluer.
Donc toute cette période-là, en fait, jusqu'au commencement, c'est ce qu'on appelle le reborn. Donc c'est non seulement un acte entre Imperium et Mu, et c'est aussi une période de temps, donc où la population s'est reconstruite. Donc, et c'est dans ce reborn-là que est établie la relation qu'il peut y avoir entre les Imperiums et entre Mu. D'accord? Est-ce que je vous ai perdu ou est-ce que ça va à peu près jusqu'à là? Dites-moi tout. N'hésitez pas à poser vos questions. Je serais ravi de répondre et d'éclaircir certains points. Euh, ok. Visiblement, Katana va petit à petit, son personnage va sûrement tendre vers un personnage de type nihiliste anarchiste, je ne sais pas. Il va tout faire péter. Donc quoi qu'il en soit, les règles fondamentales de l'univers sont posées à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, l'individu, l'humain et l'humanité est géré par Mu. Et donc Mu, par le biais de sa branche qui s'appelle l'ADM, l'administration générale, fournit à tout individu de quoi manger, de quoi boire, de quoi dormir, de quoi se reposer, de quoi avoir d'argent, de quoi se divertir, de quoi se déplacer, etc. etc. Et elle donne deux notions importantes à chaque humain. Elle lui donne non seulement une nationalité, c'est-à-dire qu'en fait, il va appartenir à un impérium. Donc, euh, Monsieur Yagamura va appartenir au Solarium, il sera citoyen Solarium. Hop. Donc j'ai une petite question. Paf. Voilà, je vais prendre le réflexe. Est-ce que les Imperiums ont besoin de Mu pour la techno de rebuild? Alors, les Imperiums, effectivement, ont besoin de Mu pour la techno de rebuild. En fait, seule l'administration générale a le contrôle des pods de rebuild et du plasma. Donc, il y a des échanges qui sont réglementés entre le besoin d'un Imperium et ce que l'administration générale va lui fournir comme, comme machine pour reconstruire ses propres, ses propres administrés. Je vais revenir un petit peu là-dessus. Donc, sur le Discord, Katana me dit l'administration générale, donc l'ADM, et les salaires universels, histoire que tu te poses aucune question et content. Voilà. Donc, en fait, Katana part du postulat que, effectivement, potentiellement, l'ADM lisse les choses pour éviter que les gens se posent trop de questions. Donc je ne sais pas si j'ai réussi à répondre à ta question, mais effectivement, Mu, par l'intermédiaire de l'administration générale, gère totalement toute la notion de rebuild de l'humanité. Donc je reviens à ce que je disais, il y a deux notions très importantes dans le cadre d'un être humain. Il y a sa nationalité, enfin il y a sa citoyenneté, et il y a son contrat. La citoyenneté peut varier. Je peux décider de travailler pour le Solarium, et du jour au lendemain, je peux décider de changer et d'aller travailler pour l'administration générale. Et à ce moment-là, je vais vendre ma citoyenneté, pardon, à l'alpha. Et je vais vendre ma citoyenneté à l'alpha. Donc je vais devenir alpha et je vais avoir un historique comme ça de citoyenneté. Donc potentiellement, en étant citoyen de l'alpha, je vais avoir des promotions. On va peut-être me proposer des rebuilds supplémentaires, on va peut-être me proposer des services, des loisirs, des divertissements complémentaires, etc. D'accord? Et donc c'est une monnaie d'échange. Par contre, je ne peux pas être je suis obligé d'être citoyen de quelque chose, d'un des 5 impériums. D'accord? Par contre, au niveau juridique, je dépends de l'administration générale. D'accord? L'impérium pour lequel je travaille peut, entre guillemets, me virer de mon travail. Par contre, je suis toujours citoyen de l'alpha.
Même si je ne travaille plus pour l'alpha, je suis citoyen de l'alpha. Et si j'ai commis un crime, ce n'est pas l'alpha qui va me condamner, c'est l'administration générale qui va enquêter sur mon cas et qui va me condamner. D'accord? Donc la citoyenneté ne donne pas à l'Empire des droits sur l'être humain. D'accord? Par contre, le contrat, chaque individu va avoir un contrat. Par défaut, 99% de la population, enfin 100% de la population initiale, a ce qu'on appelle un contrat ADM. Et selon les besoins des impériums, ils ont racheté des contrats à l'administration générale et certains membres, tels que les opératifs qu'on a pu voir précédemment, en fait, si je prends le cas de ce monsieur, cet opératif n'a plus un contrat ADM, il a un contrat alpha, d'accord? Le contrat sont plus difficilement vendables et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce n'est plus l'administration générale qui te gère, qui te condamne, qui te rémunère, qui, qui peut enquêter sur toi, c'est l'impérium. Donc l'individu que nous voyons ici, a sûrement un contrat avec l'alpha et donc cet individu, bah, en fait, il appartient corps et âme à l'alpha, d'accord? Il peut revenir en arrière et renégocier, d'avoir un contrat avec l'administration générale. Mais là, on est beaucoup plus proche du pacte démoniaque que, de la simple revente de sa citoyenneté. D'accord? Voilà. Donc il y a au niveau politique, au niveau humain, il faut comprendre, cette petite diversité entre les différents empires et l'administration générale. Donc les empires sont là pour être pourvoyeurs de métiers, d'activités, parce qu'en fait, c'est des activités dont ils vont avoir besoin, donc c'est des forces vives dont ils vont avoir besoin. En sachant que tout ce qui va être automatisé via des notions robotisées, et cetera, n'est pas bien vu par l'administration générale. Donc, il est préférable d'utiliser les êtres humains pour effectuer des tâches, réfléchir, travailler, améliorer la société, découvrir des technologies et faire progresser son empire, que de passer par de la robotisation, voire même par de l'intelligence artificielle, qui est pareil, l'intelligence artificielle étant très réglementée. Est-ce que jusqu'à là, j'ai répondu à, enfin, c'est assez clair pour vous? N'hésitez pas à me le dire. C'est, c'est assez c'est assez important en fait de comprendre les relations qu'il peut y avoir entre les empires et puis entre les empires et les humains qui le composent. Hem, hop, très bien. On achète ton âme. Oui, tout à fait, Katana, on achète ton âme. Je ne vais pas m'étendre sur la petite frise en bas, ça fait partie des petites informations complémentaires que je pourrais vous fournir. Donc en sachant cela, on va aller sur la carte. Donc la carte, elle est ici et on va essayer de zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Donc pour ceux qui n'ont pas le kit, la carte, je pense qu'elle est téléchargeable sur le site web. Je enfin, j'ai dû la mettre à disposition. Hem, hop, il y a Ben qui nous pose une petite question. Et les nobles, dans tout ça par rapport à la gestion des différents impériums? Alors, on va faire une petite aparté sur les nobles. En fait, les nobles, c'est des véritables individus. Ils ils sont, ils ont gardé un souvenir de ce qui s'est passé avant. Le crash quantique n'a pas eu un effet aussi fort, que sur le reste de la population. Ils ont gardé un certain nombre de capacités. Donc le terme capacité, quand on l'utilise dans Imperium, ça veut dire des pouvoirs. Donc c'est des pouvoirs qui sont peut-être
tellement avancé, c'est peut-être lié à la nanotechnologie, c'est peut-être lié à de l'utilisation de l'énergie. Mais quoi qu'il en soit, en fait, le résultat final, c'est que ce sont véritablement des pouvoirs. Ces nobles, même le plus petit d'entre eux, est un élément perturbateur suffisamment puissant pour, ne pas déclencher d'action directe d'un empire ou même de Mu face à lui. Parce qu'il a une force de frappe suffisamment destructrice pour perturber l'équilibre que Mu cherche à atteindre. Donc, les nobles, d'après l'histoire, ont été invités à signer le Reborn, mais aucun d'entre eux n'a signé le Reborn. Alors, il y a un rapport de force, effectivement, entre les Imperium et Mu. Chacun de leur côté, les Imperium et Mu, heu, vont te décrire l'histoire du Reborn, de leur propre manière, de leur propre, point de vue, avec un avantage. Heu alors effectivement, d'après l'histoire, bon, c'est un peu compliqué comme le dit Katana, vu qu'il y a plus d'archives, mais en fait, c'est dans l'histoire moderne, celle où les archives ont recommen après, le crash quantique, chacun va décrire en fait à son avantage le fait que le Reborn, bah, en fait, c'est lui qui l'a poussé. D'accord? Hem, donc cette société un petit peu, j'allais dire un petit peu schizophrène. Je vais finir avec les nobles et puis je répondrai à Jinteki, juste après. Donc les nobles en fait sont de véritables puissances, des piles, qui ont non seulement gardé un grand souvenir du passé et qui ont en plus des capacités. Heu, Ils ont la propriété terrestre, c'est-à-dire qu'en fait les unités de vie qui se sont posées sur la planète leur appartiennent de façon, hem, c'est réparti entre eux. Pour l'instant, personne ne sait exactement comment est la répartition. Il y a certains impériums qui se doutent que, telles unités de vie et telle autre unité de vie appartiennent à tel noble et cetera, mais ils en sont pas sûrs et donc ça, c'est un travail qui est en train de toujours en train d'être fait. Les nobles possèdent aussi, en fait, ce qu'on appelle des pyramides, donc leur propre, unité de vie personnelle, hem et ils influent énormément dans des guerres secrètes. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont énormément d'individus, de mercenaires, qui sont conscients ou qui ne sont pas du tout conscients qu'ils travaillent pour eux. Et ça, vous le découvrirez dans le livre final. La création d'une entente va, potentiellement se baser sur un noble ou sur d'autres éléments. Hem, donc ils vont interférer. En fait, c'est dans cette espèce de grand mécanisme. Les nobles, en fait, sont des gros grains de sable, heu et donc Mu et les Imperium tiennent compte de ces grains de sable, ne évitent de s'opposer directement à eux, par contre, vont utiliser tout un tas de guerres secrètes, d'oppositions secrètes, et potentiellement les joueurs, tenter de manipuler les personnages des joueurs pour affecter d'une manière ou d'une autre un noble. Voilà. Peut-on devenir noble? C'est une très bonne question. On ne peut pas devenir noble. Voilà. Par contre, on peut devenir quelque chose d'autre en tant que personnage joueur. Hem, donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question Ben et si j'ai répondu à ta question Katana. Je vais passer à la question qui est juste en dessous. Y a-t-il un rapport de force entre Imperium et Mu? Il y a un rapport de force. C'est-à-dire qu'en fait, les Imperium, chacun de leur côté, vont s'opposer à l'hégémonie que Mu impose depuis le Reborn. Ce qui dénote tout de même que, le Reborn, c'est véritablement quelque chose qui a dû être initié par Mu. Ils vont s'y opposer individuellement. Et ils vont s'y opposer aussi, par le biais de consortiums, d'associations,
de traités qu'ils vont faire et qui va donner naissance en fait à des entités comme, le D2I que vous allez voir régulièrement, qui sont en fait des accords entre impériums pour permettre de discuter d'une seule voix face à l'administration générale. Alors quand j'utilise le terme discuter, c'est pas nécessairement, je bref, on ne fait pas que discuter. Voilà. Il peut y avoir véritablement des oppositions qui sont extrêmement fortes. En face, Mu, c'est pas une entité unique, énorme, globalisée. C'est une multitude, on va le voir tout à l'heure, c'est une multitude de branches. Certaines ne connaissent peut-être même pas l'existence d'autres et toutes ne communiquent pas entre elles non plus. Voilà. Donc, pour vous dire qu'il peut y avoir de la complexité et c'est là aussi où je pense qu'il y a un intérêt, c'est que vous avez, je ne serai pas totalement exhaustif en fait dans le livre de base. L'objectif n'est pas d'être exhaustif, mais de vous permettre d'avoir votre place et de créer vous-même de créer vous-même vos branches, vos services secrets, et cetera. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Jinteki. Donc là, on va regarder un petit peu une carte. Sur cette carte que nous pouvons voir, donc on part du principe que là, nous sommes à l'est, que là, nous sommes à l'ouest. Si je continue vers l'ouest, bah, je vais me retrouver de l'autre côté. Évidemment, cette carte est pas du tout, j'allais dire, précise. D'accord, c'est un tout premier jet, on l'a fait faire en 2019. Hem et heu, on est en train de réfléchir à faire des cartes qui soient beaucoup moins physiques et beaucoup plus, heu, liées au flux et aux villes. Voilà. Donc, parce qu'en fait, ce qui va être intéressant, c'est pas nécessairement la distance que vous allez parcourir pour aller d'un point A à un point B. Hem, bonjour. L'intérêt, c'est savoir en fait si en allant du point A au point B, on obtient des informations. Est-ce qu'on est suivi? Quels sont les flux qui passent en même temps que nous? Et cetera, et cetera. Donc c'est pas réellement la distance qui va nous intéresser, ça va être véritablement une gestion de flux. Donc là, en fait, on est en train de travailler, avec un illustrateur cartographe pour apporter une nouvelle vision cartographique de la planète, et qu'on vous présentera dès qu'on avancera un petit peu. Hem, donc voilà, donc ça c'est un petit peu. Eh bien, je te souhaite une bonne soirée et on se retrouve très vite. Hem, donc, au niveau de cette carte, en fait, si on se focalise sur l'alpha, donc une partie de l'alpha est ce qu'on appelle en Europe, une autre partie de l'alpha est en Amérique du Nord. On repère que sur l'alpha, il y a, 3 palaces, Europa Palace, Alpha Palace et Angel Palace. Ce sont d'énormes agglomérations qui ont pour intitulé titre Palace. Donc je vous demanderai de vous référer en fait à la vidéo de la dernière fois qui vous explique quelle est la différence entre une agglomération et un palace. C'est là où principalement 99, 80, enfin 90 de la population d'un impérium est regroupée, concentrée. Le reste de la superficie de la planète, évidemment, est très, très peu habité. Les villes ont été abandonnées ou, voire même les dômes de protection ne se sont pas du tout réouverts. Voilà. Hem, alors oui, Katana me pose la question si la carte, version flux est un peu comme une représentation des courants marins. Heu, oui, enfin, c'est ce que j'aimerais bien, avec un petit côté un peu techno, avec des nodes, des centres. Ces centres seront chacun des palaces, avec des cercles de données concentriques sur, par exemple, la population, le taux hem, de nettoyage de l'atmosphère, et cetera, et cetera. Voilà, et puis ensuite, tu vas avoir des flux de données qui vont partir de chacun des nodes
pour aller de node en node, pour expliquer en fait que, par exemple, l'Europa Palace a, 38 de ses flux qui vont vers l'Alpha Palace et cetera, et dans ces flux, bah, il y aura, différentes informations. Et l'objectif, c'est que cette carte, en fait, on puisse l'enrichir. C'est-à-dire que on vous sorte une carte basique au départ avec les flux de base, et potentiellement, de façon numérique, on vous fera un update avec des flux qui vont être extrêmement spécifiques et qui vont vous permettre d'enrichir en fait votre expérience de jeu. Par exemple, peut-être qu'à un moment donné, on mettra en fait un flux qui sera le plasma. C'est-à-dire en fait quelle est la quantité de flux qui transvase et dans quel sens. Est-ce que c'est un plasma pur? Est-ce que c'est un plasma à raffiner, et cetera. D'accord? Voilà un petit peu le contexte de l'univers, et des Imperiums. Donc, pour faire un petit résumé, on a des empires qui occupent, des superficies, les superficies visibles, donc terrestres de la planète. Ces empires, ils existaient avant, et en fait, Mu les a réintroduits dans la société, suite aux différentes archives et études qu'elle a faites lors d'une période un petit peu avant le Reborn. Donc je vais vous montrer, heu, voilà. Donc ce qu'on appelle l'éveil, sur la période de l'éveil, en fait, c'est j'essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il me reste des archives? Est-ce que dans la cervelle de certaines personnes, il y a des souvenirs qui sont restés? Et cetera, et cetera. Donc je les récupère, je construis quelque chose, et à partir de ce moment-là, en fait, je vais faire signer aux Imperium un accord qu'on appelle le Reborn. Voilà. Et donc à la naissance, de cette signature, à l'origine, au moment T de cette signature, bah, en fait, la population est répartie. Chaque individu a une nationalité ou une citoyenneté, et a un contrat ADM. Et ensuite, ben, au fur et à mesure, bah, la société d'Imperium a évolué, ce qui fait que les gens peuvent revendre leur citoyenneté pour aller travailler dans une autre société. Donc évidemment, on ne travaille pas directement, pour l'alpha, par exemple, on va travailler peut-être pour une de ces entreprises. D'accord? Ou bien potentiellement, je vais devenir, hem, fonctionnaire, je vais vouloir appartenir à l'alpha. À ce moment-là, en fait, je vais vendre mon contrat ADM à l'alpha, et je vais, devenir un opératif de l'alpha, un espion de l'alpha, un grouot de l'alpha, et l'alpha aura le droit de vie ou de mort sur moi. Voilà. Et donc cette notion de citoyenneté, elle est applicable aux individus, et chose dont je ne vous avais pas dit, c'est que, la citoyenneté vaut aussi pour les entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, une société, une société, donc une entreprise, je sais pas, imaginons, heu, Total. Total, va, avoir comme citoyenneté, la France, par exemple, à 30, et si, heu, si, Exxon décide de racheter Total, bah, en fait, la citoyenneté de Total va changer, et ce qui fait que l'ensemble des gens qui travaillent pour Total vont passer de la citoyenneté de l'Alpha à la citoyenneté, de la Calab, par exemple. Voilà. Donc la citoyenneté, elle vaut pour un individu, elle vaut aussi pour une entreprise, et le fait de faire des OPA, de faire des rachats, et cetera, fait que l'ensemble de l'arborescence, de la tête jusqu'en bas de l'entreprise, en fait, subit aussi ce changement de citoyenneté. Ce qui fait que quand il y a une OPA sur une grosse entreprise, et que cette entreprise fait travailler 100 000 personnes, bah, d'un coup, il y a 100 000 citoyens qui vont changer d'un impérium à l'autre. Oui, alors comme le dit Katana, l'impérium aura le droit de vie ou de mort sur vous, mais effectivement, l'alpha ainsi que tous les autres impériums sont là pour ton bien.
Et donc, l'objectif, c'est de ramener le plus de monde, dans la citoyenneté, d'un des empires. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a quelque chose qui permet de jouer sur cette notion de citoyenneté et qui est assez intéressante. Donc il y a Ben qui nous pose une petite question, y a-t-il des zones habitables sous-marines répertoriées ou qui sont à découvrir? Alors, si elles sont à découvrir, je ne vais pas te les dire. Donc voilà, tout simplement. À première vue, la seule chose que je peux te donner comme information sur les zones sous-marines, enfin, ou maritimes tout court, c'est qu'effectivement, il n'y a pas visiblement d'habitation, d'habitants. Heu, donc, il n'y a pas d'unité de vie qui est répertoriée en s'étant posée, sur des fonds sous-marins, d'accord? Hem, mais ça fera partie de choses qui seront mises en place dans la partie secrète, qui sera ou non à exploiter par chaque table, d'accord? Et il y a aussi d'autres secrets qui concernent, la masse maritime, de la planète. Hem, elle a un intérêt. Donc voilà, donc ensuite au niveau de la collaboration qu'il peut y avoir entre les impériums, et ben, en fait, il y en a très peu. C'est des conflits qui sont principalement économiques, c'est des conflits qui peuvent se durcir, qui peuvent devenir des conflits secrets et il peut y avoir des déclarations de guerre et donc ces déclarations de guerre peuvent mener à une guerre et les zones de guerre, en fait, elles sont visibles, en fait, ce sont les frontières. Donc je vais zoomer un petit peu, ça pixelise mais voilà. Donc on peut voir en fait des zones grises entre chacun des impériums. Ces zones grises, en fait, c'est là où se font les guerres. D'accord? Donc une guerre dans Imperium, elle se fait pas n'importe où. Si j'ai une guerre entre l'Alpha et la Dreadlim, les 2 protagonistes vont aller voir l'administration générale. Ils vont signer un accord et dans cet accord, il va être stipulé ce qu'il y a à perdre, ce qu'il y a à gagner, où se déroule la guerre. D'accord? Entre autres. Et donc, elle ne peut se dérouler que sur les frontières, des deux impériums, d'accord? Dans de rares cas, si un des protagonistes accepte d'aller autre part, et bien, il est possible que la guerre soit déportée. Et donc, en fait, les armées des différents, protagonistes, en fait, vont aller se positionner dans ces espèces de marches, de zones totalement abandonnées et en fait, les conflits se font en dehors des zones habitables. Voilà. Des fois, certains services coopèrent, d'accord? Alors même qu'il y a une guerre qui est déclarée, d'autres services sont en train de coopérer. Donc il y a une véritable schizophrénie qui peut exister entre différents impériums et tout ça pour soit s'opposer à un tiers, donc à un autre impérium, soit s'opposer à l'administration générale. En sachant que l'administration générale a sa propre armée et donc elle peut rentrer aussi en conflit avec tous les autres intervenants. Autre question, y a-t-il des zones franches, comme Andorre, la Suisse, où tout est vraiment divisé entre les impériums? Il y a des zones franches qui appartiennent en fait à l'administration générale, c'est ce qu'on appelle les mu-zones. Qui sont il y en a quelques-unes qui sont répertoriées, il y en a quelques-unes qui sont, secrètes. Celles qui sont répertoriées, tout un chacun heu peut aller entre guillemets «se balader». Donc, on peut voir que dans les mu-zones, il y a des, espèces de dômes, de très grands dômes, et en fait, c'est des dômes qui sont totalement végétalisés avec des montagnes, avec des fleuves, avec des animaux et cetera et cetera. Dans le livre, vous comprendrez en fait qu'est-ce qu'elles sont ces zones, c'est pas vraiment des secrets, mais c'est une vision un petit peu, hem, aseptisée de ce que pourrait être la nature. Voilà. Donc il y en a aussi ici en pleine mer. Voilà. Et donc potentiellement, il peut y avoir des zones franches, connues que par les impériums et pas par la population, et qui ne sont pas référencées sur la carte.
Ça permet des coups d'État et des assassinats discrets, oui, tout à fait. C'est exactement, enfin, ça fait partie des choses. Alors en sachant que là, c'est une carte, on a une carte physique, mais autour de tout ça, nous avons, ce qu'on appelle l'onde. C'est un petit peu difficile, heu, il y aura un live spécial onde. Donc l'onde, pour simplifier, c'est une espèce de matrice. Je la vois de façon un peu plus, ou beaucoup plus organique, beaucoup plus profonde. Je vous la décrirai. L'onde, on peut y accéder en fait, soit par des terminaux, pour la plupart, et pour les rares personnes qui sont dits hackers, ils ils la conçoivent, ils la voient autour d'eux. D'accord? Donc il faut imaginer qu'autour de cette carte, en fait, il y a aussi l'onde, et l'onde, elle relie tout ce qui est, tout ce qui est technologique. Voilà. Donc, bon, je vais pas poser des questions, mais voilà. Qu'est-ce qui est technologique? Est-ce que nous sommes technologiques? Bref, on va on va s'arrêter là pour les questions. Mais, l'onde, est quelque chose qui est aussi omniprésent. Donc une grosse partie des guerres secrètes qui peuvent être menées, c'est des guerres qui vont se dérouler dans l'onde. Hem, mais évidemment, il y a aussi les guerres qui sont beaucoup plus, qui ont besoin d'intervenir physiquement, et donc, on a des guerres, d'infiltration, des assassinats discrets, voilà. Alors les coups d'État, c'est difficile d'appeler ça des coups d'État, Kaboula, parce qu'en fait, c'est plutôt, si on parle d'un coup d'État comme, en fait, un individu ou un groupe d'individus au sein d'un empire fait un coup d'État au sein du même empire, en fait, il faut transformer ce vocabulaire-là pour dire, ce serait une OPA d'une entreprise de l'alpha vers une autre entreprise de l'alpha. Ça peut être des changements de directeur. Voilà, tu vas avoir en fait un directeur qui va tout manigancer pour récupérer tel service au sein de l'alpha, au sein de l'administration de l'alpha, voilà. Donc la notion de coup d'État telle qu'on l'entend en fait nous est impossible. En fait, un impérium, sans trop vous en dévoiler, ne pourrait pas, initialement, c'est-à-dire au départ d'une campagne, ne peut pas en fait s'écrouler. D'accord? Heu, Toute chose est bouleversée par l'action des joueurs. Voilà, c'est ça qui est important à savoir. D'accord? Voilà, donc là, j'ai fait un petit peu le tour. J'ai dû oublier certaines choses parce que je l'ai fait plutôt à l'improvisation. Hem, mais on pourra tout à fait y revenir, et puis dans tous les cas, vous avez le Discord pour poser vos questions et cetera et cetera. N'hésitez pas. Hem, je vais, reprendre certaines questions que, Archie sur le Discord d'OBA Édition m'a posées. Je vais me permettre de répondre ici. Donc, alors déjà, il m'a dit: «Est-ce que en fait, quelque part, il peut y avoir en fait des informations, que je pourrais vous teaser, qui seront dans le livre final?» En fait, la plupart seront diffusés aux bêta-testeurs, et ils seront mis aussi sur le Discord. Donc, hem, alors c'est pas vraiment pour vous teaser, c'est un travail qui est en cours. C'est, comment on met en place les secrets et comment on met en place, en fait, cette espèce de processus qui sera décrit et qui va permettre à chaque meneur de récupérer une question d'un joueur et de construire une petite aventure pour y répondre. Voilà. Ça, en fait, ça fera partie du livre final, parce qu'il n'y aura pas de grosse campagne globalisée, d'accord? Il y aura des mini campagnes pour vous donner un point de vue. D'accord. Bon, bien, c'est Archie, c'est, Xiantarchi sur Twitch. Donc, il va y avoir en fait 4 mini-campagnes. Ces mini-campagnes vont vous donner en fait un angle d'attaque, une vision,
de ce qu'est le monde d'Imperium. Et ensuite, c'est libre à vous d'utiliser ces secrets comme vous le souhaitez, ou de vous aider de ce processus de création d'aventure pour permettre à votre table de construire de façon organique et empirique votre propre campagne. Et donc d'en extraire les conséquences et de modifier le monde selon en fait les actions que vos joueurs auront fait. Donc ces petites mécaniques-là, en fait, elles seront introduites dans les scénarios, elles seront introduites et testable sur sur le Discord, effectivement dans une section, on va dire, véritablement bêta-testeur, et où, bah, en fait, faudra, me faire des retours donc ce sera un petit peu, peut-être un petit peu compliqué. C'est-à-dire que si je vous donne accès à ça, mon objectif, c'est que vous remplissiez des documents pour me faire des retours, pour que je puisse comprendre si mes mécaniques sont bonnes et si c'est gratifiant pour vos tables. D'accord? Il m'a posé une question concernant les inspi Matrix, Eclipse Phase et d'autres inspirations. Donc, hem, moi, je suis né à une époque où il y avait Blade Runner. Donc moi, Imperium 5, c'est une inspiration Blade Runner. Mais évidemment, je ne peux pas me contenter de ça parce que j'ai été inspiré par beaucoup d'autres choses. Eclipse Phase, moi je l'ai lu, je l'ai jamais joué, mais en fait, il m'a alors pas du tout. Je vais revenir sur Altered Carbon. En fait, j'avais déjà conçu Imperium avant que j'entende parler d'Altered Carbon, donc ça m'a pas du tout inspiré. Mais je pars du principe qu'en fait, à un moment donné, il y a des gens qui vont avoir les mêmes idées, donc voilà. Donc je suis dans une mouvance où je suis sûr que autour de moi, bah, il y a des gens qui vont avoir eu les mêmes idées que moi et voilà, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Mais franchement, je suis pas du tout fan d'Altered Carbon et bon, donc autant Eclipse Phase me parle beaucoup plus. Je l'ai lu, alors que j'étais en train de finir Imperium. Il faut savoir qu'Imperium, que le cyberpunk, en fait, c'est quelque chose qui est qui m'imprègne depuis très longtemps. Donc Eclipse Phase m'a tout de suite parlé parce que ça correspondait à une vision 2020 du cyberpunk et pas une vision 1990 ou 1980. Voilà. Alors c'est moi, c'est Blade Runner 2019. Blade Runner 2049, j'ai bien aimé, mais c'est pas lui que j'ai regardé tous les samedis soirs en revenant de jeux de rôle depuis que j'ai 12 ans, en fait. Voilà. Donc moi, c'est la pyramide, c'est la phrase je me souviens plus du nom de l'acteur, c'est c'est cette notion que en fait, bah, on n'est pas dans un monde cyber, on est dans un monde en fait où tu construis un être vivant, heu, organique. Alors c'est pas Harrison Ford, c'est, Rutger Hauer, au moment où il est sur le toit, qu'il pleut, qu'il lâche la plume, enfin la plume là, j'allais dire le pigeon, bref. Voilà, c'est ça qui m'a inspiré. C'est pas c'est, c'est pas la vision chrome du cyberpunk. Voilà. Même si c'est hyper intéressant, même si visuellement bonjour, Misaki, bienvenue à toi. Alors, ensuite, donc, toujours Archie me dit: «Mais en quoi Mutant et Mastermind se rapprochent d'Imperium 5?» Alors la question est beaucoup plus, est un peu compliquée. En fait là, c'est pas l'univers de Mutant et Mastermind, d'accord? En fait, dans ce qui m'a inspiré pour créer Imperium, il y a eu de tout. Il y a eu les mécaniques de jeu, il y a eu, voilà. Et en fait, Mutant et Mastermind, c'est un héritier de Hero System. Donc là, je rentre dans une espèce d'historique, totalement, j'allais dire inutile dans le cadre des lives d'univers. Et Mutant et Mastermind, en fait, va apporter une manière de voir et de concevoir le super-héros. Voilà. Et donc, bah, je sais qu'indirectement, ça m'a inspiré. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas dans un contexte d'univers.
Alors pour les métabarons, c'est la notion de caste qui a des prérogatives et qui fait peur aux gens, mais dont les gens ont besoin. Voilà. C'est le fait que des individus, hem, gardent un certain nombre de secrets qui leur donnent des pouvoirs et des capacités qui sont véritablement hors normes, mais qui ne sont pas nécessairement immortels. D'accord? C'est pas spécialement l'apparence, enfin le côté graphique. J'ai alors à l'époque quand je l'avais lu, j'avais bien apprécié. Là, je l'ai refeuilleté, j'ai été moins hypé. Hem, mais c'est véritablement en fait cette notion de pouvoir et donc les nobles, m'ont été inspirés un peu par, la caste des métabarons. Mais j'aime cette notion d'individus qui subissent le crash quantique, qui résistent au crash quantique, qui ont une histoire au-delà d'Imperium 5, parce qu'en fait Imperium 5 n'est qu'un bloc dans l'univers global et qui sont peut-être le liant et les liens vers justement les autres empires. Voilà. Pourquoi l'humanité, est importante pour l'ADM malgré le coût de rebuild? Alors, je vais te faire une réponse, la réponse ADM, la réponse officielle. Hem, Mu est le centre, enfin le Mu, l'humanité est le centre des préoccupations et le centre de la société. La société ne peut se concevoir qu'avec cette notion d'humanité et le crash quantique est un phénomène, un accident qui a mis à mal cette humanité et il est dans le rôle et c'est le devoir de Mu de permettre à cette humanité de se reconstruire et de maîtriser la technologie. Pour qu'elle maîtrise cette technologie, il est important que la population atteigne une espèce de masse critique, à partir de laquelle, en fait, elle pourra résister à un futur crash quantique. D'accord? Et donc, c'est extrêmement important que l'humain ne soit pas affecté, ne soit pas blessé, et que si quelqu'un blesse un humain, eh ben, c'est un coup parce que cet humain va être rebuild, et donc la personne qui va être qui est, qui a commis ce crime bah, doit être punie. Voilà. Donc il y a une véritable justice. Il y a aussi une notion mystique, c'est-à-dire qu'en fait, un être humain, c'est c'est un tout avec aussi une conscience et un esprit, une âme. Et à chaque fois que cette âme est blessée, heu, elle potentiellement, en fait, ça va détériorer l'intégralité, la globalité de l'humanité. Et donc, d'un point de vue mystique, tu ne n'affectes pas un être humain parce que ça affecte toute l'humanité. Hem, donc c'est un élément important. Petit secret qui est dans le secret, enfin dans voilà. Donc Archie me pose la question: «Est-ce que les gens continuent à de procréer naturellement?» Bah, je vais répondre: «C'est non». Voilà. Il n'y a aucun intérêt à procréer, heu il n'y a aucun intérêt dans le monde d'Imperium, d'ailleurs, ça ne se fait pas. Donc le monde d'Imperium a un nombre fini d'individus. Voilà. Hem Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors donc là, il y a Katana qui me dit que, au niveau du crash quantique, il considère que les personnes, donc, vous-même, cette civilisation a créé quelque chose qu'elle n'est plus du tout en capacité de maîtriser. Hem et donc, hem et donc, potentiellement aveuglés par cette espèce de puissance, donc des espèces d'icars, bah, en fait, cette puissance, cette technologie les a détruits. Alors, est-ce que c'est interdit de procréer? Non, pas du tout. C'est pas du tout interdit de procréer. En fait, il ne peut pas y avoir procréation, tout simplement. Hem
pourrait en reparler, pour les gens qui sont intéressés. Mais on est véritablement dans une situation où après le crash quantique, une grosse partie de la population était totalement irrécupérable, donc dite morte. Une autre partie de la population a été reconstruite pour s'adapter aux besoins de la nouvelle civilisation. Et donc, moi, en tant que, heu, architecte ingénieur, je suis construit pour être architecte ingénieur dans la nouvelle civilisation. Avant le crash quantique, je ne sais pas ce que j'étais, d'accord? Et donc, quand je vous disais que la population est répartie équitablement, bah, en fait, les survivants ont été répartis à 20 dans chaque impérium, et chaque impérium a dit: «Moi, j'ai besoin d'1,5 de militaires, de 0,5 de gens de la sécurité», et cetera, et cetera. Donc il y a véritablement eu un rebuild, tout le monde est c'est pour ça qu'on appelle ça le reborn, tout le monde a été, est revenu, heu, à la vie, à partir de là. Hop, j'oublie à chaque fois ce fameux réflexe. Est-ce que l'opposition dans le jeu sera systématiquement, reconstruite? L'opposition, c'est-à-dire? Est-ce que tu peux définir la notion d'opposition? Alors, il y a le temps que tu me répondes, il y a Katana qui pose la question: «La procréation naturelle est-elle, un contre aux horloges?» Hem, En fait, c'est pas dans la logique, c'est pas dans la nature de ceux qui sont venus sur cette planète et qui sont les maîtres de la planète d'Imperium. Il y a pas de notion, en fait, de procréation sur cette planète. OK, alors vous pourrez le découvrir, il y a des technologies qui font que, en fait, un individu ne pourra pas être reconstruit, d'accord? Heu, on te tire dessus, tu es blessé, tu es quelqu'un d'important, tu as des ressources, tes potes à côté de toi récupèrent un de tes doigts, tu te fais reconstruire, d'accord? Tu es un petit yakuza de bas étage, tu as aucune ressource, on te tire dessus, tu exploses en 1000 morceaux, tu tombes au fin fond d'une unité de vie, dans une zone totalement oubliée par tout le monde, personne n'ira faire l'effort d'aller chercher tes particules pour te reconstruire. Et d'autre part, potentiellement, l'administration générale va pas faire non plus l'effort, d'accord? Donc, à cela, tu vas rajouter des moyens qui font que la reconstruction, le rebuild, ne sert à rien. Parce que, c'est des effets de désintégration, de déstructuration qui vont au-delà de ce que permet, une simple arme ou un simple explosif, ce qui fait que, bah, derrière, bah, il est impossible de reconstruire. Donc potentiellement, il faut avoir en tête quand tu es un meneur ou un joueur que tes protagonistes, ceux que tu maîtrises ou les NPC en face de toi, vont pouvoir être reconstruits. Voilà. La fin, le fait de mettre à 0 point de vie quelqu'un ne veut pas dire la fin. Donc le rebuild pourrait modifier le comportement d'un individu criminel. Hem, alors je peux pas réellement répondre à cette question parce que le processus de rebuild fait partie en fait de, mmh, de ce que vous allez découvrir dans, dans les campagnes d'initiation. D'accord? Donc on en découvre un peu dans la campagne noble, on en découvre un peu dans la campagne mercenaire et on en découvre un petit peu dans la campagne administration générale, ADM. Donc pour éviter de gâcher ça, je préfère pas vraiment répondre. Hem
le comportement d'un individu est lié en fait à sa conscience, à son souvenir, à sa mémoire et donc la question à se poser c'est: «Qu'est-ce que fait un rebuild?» Voilà. Hem, donc je ne vais pas répéter ce qu'est en train de crier, Katana sur le Discord. Je rappelle que Katana fait partie des bêta-testeurs et donc il voilà, il a appris un certain nombre de choses donc je ne vais pas, répéter ce qu'il a dit. Alors je ne sais pas si ça répond à certaines de tes questions, heu, Archie, mais c'est des choses qui intrinsèquement vont être petit à petit insufflées dans les scénarios d'initiation là qu'on est en train de faire, qui seront aussi développés ensuite dans les campagnes de d'initiation, qui seront dans le livre de base et évidemment dans les secrets qui seront dans le livre, on rentre beaucoup plus dans le détail. Donc un meneur de jeu va pouvoir facilement comprendre et répondre à ces questions et ensuite les joueurs, pareil, en fait, le but, c'est vraiment d'être didactique et d'apprendre les bases, d'apprendre les briques de base d'information de cet univers. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour des questions que tu m'avais posées sur le Discord. Hem, Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je ne crois pas et est-ce que vous avez d'autres questions sur le live? N'hésitez pas. Sinon, bah, dans tous les cas, en fait, on pourra se retrouver, la semaine prochaine. Donc je pense que la semaine, prochaine, on sera sur, un live, plutôt règle et peut-être, j'ai loupé le coche la semaine dernière, mais peut-être qu'on fera un espèce de let's play très règle, situationnel, pour que vous puissiez comprendre, en fait, exactement comment se déroule une partie, comment on se répartit le temps de parole et cetera et cetera. Hem et puis voilà. Donc il sera, soit en live, soit sur YouTube et séquencé, je ne sais pas encore, mais on va faire ça. Donc voilà, donc je vous propose, si vous avez d'autres questions, d'aller sur le Discord d'OBA, Discord d'OBA dont je n'ai plus le, l'URL. Voilà, je vais vous le mettre ici. Donc vous n'hésitez pas à venir, à poser des questions, l'objectif c'est que je puisse vous y répondre immédiatement et que potentiellement je puisse le faire dans le live. Comme ça en fait on garde des traces et on pourra y faire référence beaucoup plus facilement via des QR codes au niveau du site web, au niveau, du livre de base et au niveau des différents scénarios, pour permettre aux futurs joueurs de comprendre un petit peu plus le contexte. Et puis voilà, donc j'ai été ravi de répondre à vos questions. Il est 22h17 et je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine.